Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Vendredi 5 juin, merci de nous rejoindre dans cette émission. L'actualité décryptée à 360 degrés, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Les GG, une émission à retrouver en prime, en rediffusion tous les soirs quand il est 18h sur Sud FM, la 99.3 et également sur Espace TV quand il est 22h30 au menu. En ce vendredi, quel état est-ce la solution ou un début de solution à la crise d'électricité presque endémique qui frappe la Guinée? On se pose la question, que faut-il attendre de ce barrage hydroélectrique? La solution est-elle dans l'hydraulique? En tout cas, ce sont des questions que nous posons ce matin. Nous allons en savoir avec un expert en électricité qui n'est autre que M. Mamadou Fanta Traoré. Il est au cadre du côté de l'UFR. Et cette affaire de suspension d'une magistrate, on y revient encore ce matin. On se souvient qu'il y a seulement quelques jours, c'était plus exactement le 29 mai dernier, le ministère de la Justice notifiait cette suspension qu'il a motivée par la violation du moratoire sur la délivrance des réquisitions portant démolition d'habitation par un huissier de justice aidé en cela par la dite magistrate. Ce matin, nous donnons la parole à celle dont le bâtiment a été visé par l'opération. Quelle est sa part de vérité dans ce dossier? Madame Maguette Choc, inspectrice des douanes de son état. Elle va donc livrer sa part de vérité dans cette émission. L'autosuffisance alimentaire est un objectif pour le gouvernement, mais aussi pour les groupements de jeunes et de femmes. C'est le cas de Bassano qui vise plus de 100 hectares cette année en région forestière. Son président, Monsieur Lansana Sidibé, il va s'exprimer chez nous ce matin. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Abaka. Bonne arrivée. Pourquoi vous riez Moussa? Bonjour Moussa Moïse. Merci Abaka Diallo, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour. Bonjour Moussa Hiro. Bonjour Aboubakar. Bonjour le revenant. Bonjour. Bonjour Mohamed Djibril. Bonjour. Vous me disiez en off que vous étiez en colère contre les députés. Oui, mais ce sont des observations. Ça ne changera pas. Ce sont des observations faites dans la rue. Les hommes de loi, ceux qui doivent réguler, participer à réguler notre société, les législateurs, ceux qui doivent interdire les pratiques viles dans notre pays, sont eux-mêmes les premiers. Alors je comprends pas comment un député peut se mettre. Qu'est-ce que vous les reprochez encore? Non mais attendez. Ils ont leur 4x4, c'est bien. Yana, c'est la première fois qu'ils y montent, je suis d'accord. Mais après, dans la circulation, il faut qu'ils apprennent eux aussi à rester dans les fils. Je ne peux pas comprendre comment les députés, quand ils quittent l'hémicycle et qu'ils rentrent en banlieue, ils vont quand même pas me dire qu'ils vont à la maison pour une session de loi. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils suivent les fils. Mais non, mais il y en a marre que des gens fassent du double fil ou fassent des cortèges pour emmerder tout le monde dans la circulation. Je veux dire que l'embouteillage fatigue tout le monde. Messieurs les députés, ne faites pas comme les gendarmes, ne faites pas comme les militaires. Soyez ordonnés, soyez rangés dans la circulation, circulez comme tout le monde. Lorsque vous venez dans les embouteillages, restez dans les fils. C'est comme ça qu'on donne l'exemple dans la société. Qui vous avez vu? Qui vous avez vu? Quel député vous avez nommé? Non, ils ont quand même, vous êtes parti d'un constat, Roby. Forcément. Ce que j'ai vu avec les vitres. Nous sommes ici dans les camps de gueule. Attendez, ce que j'ai vu avec les vitres teintées, je connais pas tous les députés de vue. Moi, je les connais pas tous de vue. Ce que j'ai remarqué hier du côté de Madina, c'est qu'il y avait 3-4 de députés qui se suivaient et qui avaient mis des feux de détresse arrivés au niveau du pont. Vous avez remarqué la plaque? Non, mais j'ai pas pris le temps. Moi aussi, je cherchais à sortir de l'embouteillage. C'était difficile. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont venus. Ils ont créé toute la pagaille dans l'embouteillage. Ils ont forcé la circulation. Le passage. En klaxonnant, en embêtant les oreilles de tout le monde. Je veux dire que, messieurs les députés, soyez rangés dans la circulation. Bien. Mettez-vous dans l'ordre. Vous êtes des citoyens comme des autres. Vous n'allez pas à la maison pour une session de loi. Il faut être ordonné. Voilà. Bien. Merci Roby. Mohamed Djibril, puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, on y reste. Il y a Amnesty International qui est sorti de sa réserve face à une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, une loi portant concernant les réunions spontanées et la gestion des manifestations. En clair, il faut dire que cette loi garantit que l'intervention des forces de sécurité ne doit provenir qu'en dernier ressort. C'est-à-dire que cette intervention a lieu qu'en tout dernier ressort. Mais en même temps, cette loi donne le pouvoir à ces forces de sécurité de disperser des manifestants pacifiques
lorsqu'elle estime, les forces de sécurité, lorsqu'elle estime qu'une seule personne parmi les manifestants peut détenir une arme. Donc, Amnesty International s'inquiète du fait que cet argument soit utilisé pour interdire ou pour réprimer les manifestations. Parce qu'en fait, Amnesty International estime que l'interdiction ou la répression d'une manifestation ne doit pas reposer sur des faits supposés, mais sur des faits constatés. Donc, Amnesty International estime que ce projet de loi qui a été adopté, qui n'est pas encore promulgué par le président de la République, Amnesty International estime que ça peut ouvrir une brèche à des manifestations encore plus violentes, notamment lors du scrutin présidentiel prévu pour le mois d'octobre. De ce fait, Amnesty International appelle le président à renvoyer cette loi pour une seconde lecture ou pour amendement. Mais au même moment, le 2 juin, il y a une autre loi qui a été adoptée par la même Assemblée nationale, puisque nous sommes dans un régime monocaméraliste, nous avons un Parlement, et ce Parlement a également adopté une loi qui prévoit 5 ans d'emprisonnement et de lourdes amendes pour des personnes qui se rendraient responsables d'insultes, de calomnies ou de fausses informations au sujet du président de la République ou de responsables publics. Amnesty International estime que c'est une façon de torpiller en quelque sorte la liberté d'expression en Guinée, ce qui était jusque-là un acquis. De ce fait, Amnesty International appelle de nouveau le chef de l'État à ne pas promulguer cette loi, à renvoyer cette loi pour amendement. Qu'est-ce qu'on peut attendre du président de la République? On peut penser qu'il va renvoyer ces différents textes de loi, ces différentes lois plutôt adoptées par l'Assemblée écoutez, pour une seconde lecture. Je pense que ces organisations de défense des droits de l'homme ne font que tirer la sonnette d'alarme avant que ce ne soit trop tard, avant qu'on nous dise oui, il y a ceci, il y a cela, il y avait telle loi. Donc je pense que c'est leur rôle et j'ose croire également que le pouvoir va bien examiner cette loi parce que c'est clair que c'est déjà arrivé que ce soit en Guinée ou dans d'autres pays où on prend parfois certaines décisions et après on s'en rend compte que ce n'était pas la bonne. De toutes les façons, on en a enregistré il y a juste quelques heures même ici en Guinée. Donc je pense que les pouvoirs publics seront regardants sur cette nouvelle décision. Bien. Tamba, on s'intéresse à la crise politique avec vous. Rencontre ce matin entre l'opposition et des émissaires du gouvernement. Voilà, c'est déjà hier que des membres de l'opposition se sont réunis du côté de M. Cellou, chez M. Cellou Dalein Diallo pour comme on dit, accorder les violons sur ce dont il parlerait avec l'équipe des émissaires gouvernementaux. Alors, la réunion a permis, d'après nos informations, de savoir ce dont il parlerait aujourd'hui, naturellement c'est bien connu, et également ceux qui porteraient la voix de cette opposition-là. Nous savons que c'est ce matin finalement, chez M. Cellou Dalein Diallo toujours, que sera reçue cette équipe gouvernementale composée du ministre Cheikh Sako, ministre en charge de président la justice, du cadre du dialogue. Exactement, le ministre Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, le ministre de la Défense également, M. Kabele Kamara, et enfin un autre ministre bien entendu qui se rencontreront là chez M. Cellou Dalein Diallo. Il y aura donc M. Cellou Dalein Diallo lui-même en personne. Il y aura également des représentants du PEDN, de l'UFR et bien sûr le porte-parole de cette opposition. Maintenant, le sujet, il est bien connu, c'est celui du chronogramme électoral et la polémique que cela a soulevé. Alors, on peut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on sait que cette rencontre fait suite à ce courrier du président de la République au Premier ministre, l'instruisant de faire ouvrir le dialogue. Est-ce que cette rencontre-là va permettre de baliser la voie et mettre derrière eux ces questions préalables d'annulation carrément du chronogramme électoral? C'est quand même un ensemble de questions qui restent. De toute façon, la Guinée reste accrochée à une de ces rencontres-là parce qu'on estime que finalement, il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait plusieurs. Nous restons attachés à cela et nous espérons les deux parties pourront s'entendre et permettre finalement de lancer ce dialogue qui n'a que trop duré. Moussa Yoruba, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Est-ce que ça peut déboucher sur la relance du dialobe?
il faut espérer parce qu'il faut bien que ça commence quelque part. Ouais. Il faut bien que ça commence quelque part, que ces deux camps se décident enfin à aller à ce dialogue. Mais vu que chacun campe sur sa position, on est un peu sceptique là-dessus. Comme la dernière fois, il y avait eu espoir que entre la rencontre du chef de file de l'opposition et le chef de l'État, que cela allait déboucher à quelque chose de concret qui pouvait débloquer la situation. On espère encore une fois que la rencontre d'aujourd'hui pourra, comme Tamba l'a dit, baliser le terrain, permettre d'ouvrir enfin la porte au dialogue. Allez-y, Mohamed Djibril. Je pense que une médiation, le succès d'une médiation repose sur la bonne foi des parties. Si aucune des parties n'est capable de faire une concession de quelque nature que ce soit, il va être très difficile pour le médiateur de réussir sa mission. Vous l'avez vu en Syrie avec Bachar al-Assad. Ensuite, il y a eu Lakhdar Brahimi qui a finalement jeté l'éponge. C'est difficile. C'est le cas aussi aujourd'hui au Burundi où Saïd Djinnit, qui était médiateur ici, est totalement récusé par l'opposition. Justement, ça c'est une autre paire de manches. Mais ce qui est important, le succès de la médiation dépend irrémédiablement des partis en conflit. Il faut que le pouvoir fasse des concessions. Il faut que l'opposition fasse de même pour que la Guinée puisse avancer. Mais sur cette rencontre, Roby, on sait qu'on est face à l'obstacle du calendrier électoral. Chacun s'arc-boute sur sa position. Qu'est-ce que ces émissaires du gouvernement peuvent-ils offrir à l'opposition? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme proposition concrète sur la table de l'opposition pour que l'opposition puisse fléchir sa position? C'est la grosse interrogation. Mais vice-versa. La difficulté dans ce dialogue-là, c'est que chacun a ses arguments. L'opposition a ses arguments, le pouvoir en place pose aussi ses arguments. Mais aujourd'hui, je pense que l'essentiel à tirer de cette rencontre-là, c'est qu'il y a déjà un objectif d'écoute et de discuter entre les deux parties. Je pense que c'est une avancée. Et c'est déjà à saluer. C'est déjà à saluer que des émissaires du gouvernement se déplacent pour aller rencontrer le chef de file de l'opposition à la maison et que les discussions puissent déjà s'entamer. Mais après, il faut espérer que ce soit élargi et que ce soit dans un cadre beaucoup plus consensuel et que chacun puisse à un moment donné lâcher un peu du lest. Parce que c'est vrai que le calendrier électoral est la grosse problématique et la grosse discussion entre les deux parties. Les ingrédients de ce calendrier électoral sont les nœuds gordiens. Mais comment y arriver? C'est à cela, pour y arriver, il faudrait que chacun puisse se départir de ses arguments et qu'on ne considère que l'intérêt global, l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation. Alors si l'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, c'est d'organiser les communautés avant la présidentielle, eh bien il serait judicieux que le pouvoir en place lâche du lest. Ou alors si c'est le contraire, il serait aussi judicieux que l'opposition lâche du lest. Enfin, ça devient assez compliqué de tenir désormais les communales avant la présidentielle avec tout le retard qu'on a accusé. Je pense que ça a été fait à dessein. Il y a toujours les moyens. Je pense qu'il y a toujours une solution à tout problème. Et la solution ne peut être trouvée que dans des échanges, dans des discussions, et on espère que cette discussion-là va déboucher à d'autres discussions qui vont s'élargir aux autres entités politiques, aux autres familles politiques, et qu'enfin qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Bien, Moussa Moïse. Rapidement pour dire que la volonté affichée par chacun peut nous donner encore de l'espoir, puisque dans cette vie-là, et surtout dans la situation guinéenne, c'est l'espoir qui fait vivre. Mais, encore une fois, il faut relever un fait. Sur le terrain, surtout à l'intérieur du pays, il y a des dénonciations qui sont faites sur l'enrôlement de mineurs. Mais il y a des questions que je me pose aujourd'hui. Pour aller se faire enrôler dans une carte, on a besoin quand même de certains documents. On a besoin au moins du certificat de résidence. Qui fournit le certificat de résidence? Parce qu'il faut situer les responsabilités pour qu'enfin, s'il y a une loi qui agit en la matière, que cette loi puisse s'appliquer sur les coupables. Qui fournit aux enfants qui n'ont pas l'âge d'aller se faire enrôler les documents, les certificats de résidence? Qui leur donne les cartes d'identité? Non, qui leur donne des extraits de naissance? Et dans les cas, quand ils viennent, ces mineurs, ils trouvent qui là-bas? Ils trouvent que des partis au pouvoir représentés? Non. Ou bien ils trouvent également des délégués de l'opposition? Je pense bien évidemment. Je pense, qu'en situant le problème, on peut trouver les responsables et que la loi puisse s'appliquer. Parce qu'il ne faut pas attendre que plus tard cela puisse dégénérer et qu'après on mette le peuple encore face au fait accompli. C'est maintenant qu'il faut agir. J'interpelle donc et l'administration, mais également l'opposition et la mouvance, afin que chacun puisse prendre ses responsabilités. Plus tard, on ne viendra pas nous dire tout ce qui a été fait
c'est zéro, c'est le bon moment de prendre vos responsabilités. Bien. Grande gueule. On s'intéresse à présent à cette décision polémique de la HAC, la Haute Autorité de la Communication, Mohamed Djibril. Ouais. L'organe régulateur tente de rectifier le tir. Ben, en tout cas, Mais les associations de presse parlent de musellement, des tentatives de musellement de la presse. Ce qui est sûr, c'est Il y a pas que les tentatives. il s'agit bien d'un rétropédalage assez spectaculaire de la HAC, parce qu'on parlait Comment hier ça, Mohamed Djibril? de cet article polémique, en l'occurrence l'article 3, qui faisait clairement allusion. Moussa Moïsila a bien fait de développer cet article dans la foulée de mon intervention. C'est parce que cet article visait clairement les interdictions de l'usage de certains genres journalistiques, tels que les éditos, le commentaire, le biais, etc., etc. Mais aujourd'hui, le CNC, sans doute apeuré, si je peux dire, la HAC, pardon, sans doute apeuré par le concert de réaction de le concert de réaction de désapprobation que cette décision a suscité, est revenu sur cet article 3 et a libellé ainsi l'article 3 et ne parle plus d'interdiction de l'usage de ces genres journalistiques, mais parle plutôt de sens de responsabilité, de professionnalisme dans l'usage de ces genres journalistiques dans cette période dans cette période cruciale. Là, c'est un rétropédalage. C'est un rétropédalage, c'est un revirement à 360 degrés. Pourtant, dans le communiqué de l'AC dit qu'il y a eu une mauvaise compréhension. Non, pas du tout. Non, Abaka ne défendait pas le diable. Je rappelle. Oui, mais je ne défends pas. Attention, on m'a dit. Non, ne dénature pas mes propos. J'ai dit dans le communiqué de l'AC parle plutôt de mauvaise compréhension et de mauvaise interprétation de cet article. Non, mais attends. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y a une mauvaise. Je vous aide à comprendre. Il faut bien dire. Je vous aide à comprendre. Vous dites bien qu'il y a rétropédalage. Pourtant, la HAC ne met pas ça au compte de rétropédalage. L'AC parle plutôt de mauvaise compréhension. Ce qui dénote de la mauvaise foi de cette institution. Nous sommes sur la même longueur d'onde, en fait. Essaye de sauver les meubles. Essaye de ne pas perdre tout à fait la face. Ce qui se passe, c'est que s'il y avait eu une mauvaise compréhension, la HAC n'aurait pas fait ce rétropédalage. Si elle l'a fait, elle cherche un peu parce qu'elle estime que les mots utilisés, c'était pas ceux qui convenaient. Donc la HAC a bien fait de revenir sur ça. Mais en même temps, ce rétropédalage, ce revirement à 360 degrés, dénote quand même de l'amateurisme au sein de la HAC, parce qu'on ne peut pas comprendre un organe qui est censé réguler la presse en Guinée, que cet organe se permette de tenter de museler la presse en Guinée. Bien, allez-y. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une victoire. C'est une victoire pour le monde de la presse. Mais en même temps, je ne mets pas ça au compte Mais ça ne règle pas toute la question, Roby. Je ne mets pas ça. Victoire. Arrêtez. Non, mais attendez. C'est une victoire pour le monde de la presse. La HAC a pris une décision. Elle s'est rendue compte que nous sommes levés contre sa décision et que nous avons dénoncé. Elle est revenue sur sa décision. Il n'y a pas que cet article, Roby, quand même. Il y a tout un arsenal. Oui, tout un arsenal de restrictions. Quand même. C'est l'article 3 le plus polémique. Écoutez, ce qui reste clair. Il y a d'autres articles. Non, mais ce qui reste clair, c'est que ce retour en arrière de la HAC, en essayant de le justifier, je suis tout à fait d'accord, c'est une victoire pour le monde de la presse. C'est ce qu'il faut retenir. Parce qu'il a, à un moment donné, la Haute Autorité de la Communication a fait une tentative de museler cette presse dans cet article 3. Et elle a compris que nous ne pouvions pas rester muets. Il y a eu toute une polémique. S'il n'y avait pas eu polémique, vous pensez qu'elle serait revenue? Elle aurait cherché à justifier? Elle n'aurait jamais cherché à justifier. Ahmed disait tout à l'heure qu'on s'est rendu compte, on a demandé pardon, etc. Mais le pardon est venu du fait que les gens ont dénoncé cet article. Je ne le mets pas au compte de l'amateurisme, je le mets au compte de la volonté de la HAC de tenter quelque chose. Et si ça marchait, c'est-à-dire que si nous restions muets, cet article allait rester et les modifications apportées dans leurs commentaires ne seraient pas apportées. C'est pour ça qu'il y a la victoire. Bien, Roby, allez-y. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu mauvaise compréhension. C'est différent. Demander à quelqu'un de s'abstenir de faire quelque chose et lui demander de faire preuve de quelque chose, je pense que c'est différent. Si on nous demandait de nous abstenir, ça veut dire de ne pas le faire. De ne pas se perdre, de s'abstenir de le faire, de ne pas le faire du tout, de s'interdire de le faire. Je pense qu'il y a une mauvaise écriture au départ.
il y a une erreur du côté de la HAC. Je pense que il donne raison. Est-ce que c'était une erreur ou bien c'était fait à dessein? Peut-être que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est pourquoi je suis d'accord avec Djibril quand il parle de rétro-pédalage. Ce rétro-pédalage donne raison aux personnes qui sont en train en tout cas de saper en tout cas cette HAC-là, de taper sur la façon dont la HAC a été mise en place. C'est une façon de donner raison à M. Diallo Souleymane du Lynx. Je pense que il faut réfléchir par 1000 fois avant de faire certaines choses. La liberté d'expression, elle est très chère à tous les pays du monde entier. La Guinée n'est pas en marge du monde entier. La Guinée, comme on le disait, n'est pas sur un 6e continent. Bien. Personne ne peut accepter aujourd'hui que la presse soit muselée. Je pense que la HAC devrait réfléchir par 1000 fois avant de sortir certaines décisions. Tamba pour clore. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses à relever. La HAC, je salue cette humilité relative. Même si elle a choisi de le dire diplomatiquement, de revenir là-dessus diplomatiquement, je comprends bien ce langage-là. Quand même, vous ne vous attendrez pas que la HAC vienne devant vous et vous dise « Permets-moi, Djibril, que j'aille maintenant ». Alors la HAC ne viendra pas devant vous, devant nous pour dire écoutez, on n'a pas assez bien maîtrisé ces mots-là. Elle ne le dira pas. Il faut donc comprendre cette logique. Roby parle de victoire. Moi, je ne parle pas de victoire de la presse. Je suis pas d'accord. Je parle d'éléments de mesure de notre niveau par rapport à la démocratie aujourd'hui. Vous imaginez où nous sommes, que l'on puisse demander à des journalistes de ne plus penser. Nous sommes encore trop loin. Et il faut douter de cela. Je pense que ce que la HAC a fait est un sérieux problème. Parce qu'elle a dit à la face du monde qu'en Guinée, il n'y a pas de journalistes suffisamment professionnels pour savoir comment mesurer les propos à tenir. Le journalisme professionnel existe pour ça, pour réfléchir, pour savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais il y a encore un autre problème que la HAC devrait résoudre. Parce qu'à l'intérieur de cette décision, la HAC dit précisément aux médias, ne référez pas à des médias qui n'ont pas d'existence légale. Est-ce à nous d'éviter d'aller vers certains médias, de prendre de ceux qu'ils ont publiés, ou à la HAC d'empêcher que ces médias puissent exercer? C'est quand même une question. Merci Tamba. Un petit mot sur Ebola. Vous nous apprenez, rencontre ce vendredi entre les présidents Baye et Alpha Condé à la frontière. Il s'agit d'une énième mission commando contre le virus maudit du côté de la frontière avec la Sierra Leone, et précisément dans le district de Balaya, j'espère que je prononce bien. Baye Koroman et Alpha Condé se donnent la main pour donner un coup de grâce au virus Ebola. Mais en même temps, un petit rappel, quand même, nous étions dans l'état d'urgence sanitaire renforcé. Il y a longtemps que cet état d'urgence sanitaire renforcé est devenu caduc. Absolument. Donc, n'existe plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, à mon avis, Ebola, c'est offert, je veux dire quoi, un bain de soleil à la plage, parce qu'il n'y avait plus un état d'urgence sanitaire renforcé. Donc, le président, peut-être, s'est rendu compte de cela. Il part du côté de Forêt-Caria, où quand même, il existe encore des cas de réticence et aussi des foyers actifs. Il part avec le président sierra-léonais non seulement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire du côté, parce que mes sources m'apprennent qu'il pourrait l'étendre jusque du côté de Bokeh. Donc comme ça pourrait faire partie du giron de toutes ces zones ciblées par les équipes de riposte. Mais en même temps, ça permettra aussi de renforcer les positions qui ont été mises en place. Et un fait que j'aimerais rappeler. Très rapidement. Il y a on insiste sur les corps. Les corps des personnes décédées ne doivent pas être transportés. Mais figurez-vous que la coordination délivre des certificats, des autorisations spéciales à certaines personnes. Puisqu'Ahmed le rappelait, dans la vie, il y a des uns, les autres et les autrui. Donc, à certaines personnes pour transporter le corps à l'intérieur du pays, tandis que la décision qui a été prise, elle est générale, donc elle s'applique à tout citoyen ayant perdu un parent. Que ce parent ait été tué par Ebola ou pas, vous êtes interdit de le faire. Mais pourquoi on délivre cela? Je prends pour exemple le cas du ministre Gassama, si vous le permettez. Il a perdu son oncle avant-hier. On le profite pour lui souhaiter. Soit dit en passant, oui, nos condoléances, les plus émus, hein, monsieur on le lui ministre. a fait la proposition, par exemple, de prendre une autorisation spéciale pour transporter le corps du côté de Kindia. En tant que ministre des Droits de l'Homme, il n'a pas voulu du tout accepter cette règle. Il a plutôt demandé à la coordination de mettre des mesures en place pour permettre quand même de prélever des échantillons sur des personnes décédées d'Ebola
faire des tests avant d'interdire de façon générale que le corps ne soit déplacé. Une décision aussi générale permet aux familles qui ont un lien, nous sommes en Afrique, on a un lien assez fort avec nos morts, permet donc aux familles de dissimuler des cadavres dans les taxis, dans les valises, pour les amener. Je pense qu'il ne faut pas traiter quelqu'un qui est mort de diabète, qui est mort de palu, comme si c'était quelqu'un qui était décédé par c'est l'ébolaphobie, tout simplement. Il faut arrêter cela. La coordination doit revoir sa copie parce qu'on ne peut pas faire de distinction entre les citoyens. Merci. La radio, c'est l'heure. Les GG continuent dans un instant. Toute l'équipe au grand complet et au mieux de sa forme, on revient. Pour l'heure, nous partons avec nos conseils achats. C'est le moment d'y croire. Les élites se construisent. On est là aujourd'hui, on veut lutter contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes. Il faut un changement moral, ça se passe dans la tête. Dieu nous a donné le savoir pour faire le bien. La raison pour le connaître et la liberté pour le choisir. C'est de nous seuls que dépend notre propre bonheur. C'est le moment de rêver. Les élites, on les prépare. De rêver plus grand. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Essayez l'ignorance. Vous pensez que l'éducation coûte cher? Pourquoi ne pas essayer l'ignorance? Parce qu'à mon avis, l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. C'est le moment d'écrire l'histoire avec les arguments et leur force. Pensez et agissez comme s'il était impossible d'échouer. Pensez et évoluer à vase clos, c'est un échec a priori. Si nous sommes sûrs et certains que c'est la réticence à la base, la cause de la hausse du nombre de cas d'Ebola enregistrés en Guinée, alors il est évident que lorsque ces nombres baissent, que ce soit alors la raison, la diminution de la réticence. Et ce moment est à vivre seulement sur Espace TV. S'il vous plaît, donnez-moi une minute de silence pour tous les morts d'Ebola, s'il vous plaît, afin que je puisse essuyer les larmes de mon cœur. Donc je termine en disant que nier les performances de la coordination en termes de communication, c'est nier l'existence du soleil en plein midi. Je vous remercie. Sur Espace TV, nos élites s'expriment. Retrouvez les grands débatteurs, le show constructif de la télé, du savoir, avec Myriam Sandouno aux commandes.